Didier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'avais Merci Richard. une question à te poser par rapport à un des articles que tu as écrit qui s'appelle Transition. Je me souviens en mars 2020, quand la crise est arrivée, on n'arrêtait pas de voir des graphiques, moi j'appelais ça le monde des équerres, parce que on avait des baux et puis avec la crise, tac, ça partait en l'air ou ça partait en bas, mais à angle droit quasiment par rapport au reste. Donc on avait des phénomènes beaucoup plus forts que d'habitude. Et justement, tu étudies ça dans un article aujourd'hui qui explique qu'on peut regarder ces phénomènes comme des ondes. Oui, alors comme des ondes, tu sais, j'ai toujours une approche de physicien parce que c'est ma formation d'origine. Et en physique, les phénomènes transitoires sont absolument fondamentaux puisqu'on a en gros une physique des états à peu près stables et puis on a une physique des transitions. Là, on a une transition absolument gigantesque l'année dernière. Et ça peut s'observer effectivement sous la forme d'une onde, parce que une onde, c'est finalement une perturbation. Alors ça se représente généralement comme une vague. Donc on jette une pierre dans la mare, et puis on voit la vague. Donc voilà. Donc l'onde, c'est une perturbation comme ça, quoi, comme une vague. Bon. Alors comment est-ce qu'on analyse ça en physique, une onde? Une onde a trois caractéristiques. Bon, la première, c'est à quel moment elle démarre. Maintenant, dans 10 minutes ou dans 2 mois, ça c'est la phase. Donc voilà, deux ondes sont en phase si elles bougent en même temps. Donc la phase déjà. C'est important en termes de timing dans les marchés de savoir si le temps, à quel moment elles se déploient. Ah, c'est la phase. La deuxième chose, c'est synchronisé. Deux ondes qui sont en phase sont synchronisées. Voilà. Deux choses aussi. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la fréquence de l'onde, c'est-à-dire est-ce que c'est une onde qui ressemble à une petite colline comme ça, ou est-ce que c'est une onde qui ressemble à un pic très fort? Bon, une onde sonore, par exemple, une colline comme ça, ce sera une onde sonore grave. Voilà, ce sera des voix de mots graves. Voilà, ce sera la corne de brume. Et puis le pic comme ça, c'est le cri dans la nuit. Hein, c'est un cri strident dans la nuit. Donc ça, c'est une autre caractéristique de l'onde. On peut voir, représenter en termes de représentation graphique. Et puis la dernière chose, évidemment, c'est l'amplitude de l'onde. Est-ce que c'est un cri strident, très puissant dans la nuit, ou est-ce que c'est juste un chuchotement aigu? C'est pas la même chose. Est-ce que c'est une vague ou un tsunami? Est-ce que c'est une vague ou un tsunami, si on reprend absolument l'exemple de l'onde? Et alors là, je pense que tu le montreras dans la vidéo, là. Quand on regarde ce qui s'est passé en termes de croissance, par exemple, les variations trimestrielles de la croissance dans le monde, et on regarde ça sur 20 ans, on voit des petites vaguelettes. Et puis on voit, une vague un petit peu plus importante en 2008, quand le monde financier a été au bord du gouffre, et on se dit, là, ça a été très très dangereux, une énorme tsunami, puis en fait, on se rend compte que c'est rien par rapport à 2020, qui a été d'une ampleur absolument gigantesque. Et ça interpelle un peu quand même, parce que quand on analyse tout ça, on sait que non seulement on est dans un phénomène transitoire, mais on est dans un phénomène transitoire d'amplitude incroyable. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir analyser un phénomène d'amplitude majeure? Et donc l'approche, elle est de nature physique, bien sûr. Et ce qu'on voit aussi dans les graphiques, c'est que quand tu parles d'une onde, c'est-à-dire que ça tombe en creux, oui. Mais après il y a un rebond très fort, donc il y a cette mémoire des chocs dont on parlait dans d'autres vidéos. Absolument. C'est pas un petit creux, puis pop, ça revient à la normale. Non, absolument. C'est exactement comme une onde. Il y a une inertie dans les chocs. Il y a une inertie, c'est comme une onde sonore qui est à la fois une onde de pression et de dépression. Donc c'est vraiment une oscillation complète, ça monte, ça baisse. Donc on voit par exemple la croissance économique qui s'effondre, comme en France, elle s'effondre, je sais pas, 8-9%, je sais plus exactement. Et puis elle rebondit là violemment, tu vois. Donc on a des amplitudes qui sont absolument gigantesques. Bon, aux États-Unis, sur des trimestres, ça atteint des dizaines de pourcents de baisse. Donc c'est des amplitudes. Donc effectivement, on a à la fois le flux et le reflux. Une onde, c'est pas simplement une montagne. C'est la montagne, le creux, et puis ensuite l'amortissement lent de la perturbation. Et donc l'amplitude est forte. Et effectivement, donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut analyser ça de façon un tout petit peu rationnelle, sachant que si on regarde les 20 dernières années, on n'aura eu un événement comme ça, qui était 2008, c'est pas suffisant pour analyser. On peut pas comparer cette onde a priori, cette espèce de choc brutal de 2020, à toutes les années de 2000 à 2020 qui ont été dans une évolution lente. Il faut bien aller chercher quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on a fait, donc, avec l'idée qui était de se dire, pour comparer ce choc, il faut trouver d'autres chocs. Je sais pas si c'est de même nature ou de même amplitude, mais en tout cas, il faut regarder tous les chocs
Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Il faut vraiment trouver des déformations du marché, quoi. Il faut trouver des déformations économiques majeures le plus possible pour pouvoir constituer une statistique et essayer de voir si ce choc-là correspond plus ou moins à la statistique de ce qu'on connaît dans le passé. Puisqu'on va comparer des oranges avec des oranges et puis voilà, des bananes avec des bananes. Là, on essaie de trouver tous les chocs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est qu'on a été regarder toutes les récessions économiques aux États-Unis depuis 150 ans. Et on a regardé ce qui s'est passé sur les marchés dans ces périodes de récession. Bon, il y en a eu 30, y compris 2008. Donc tu vois, 150 ans, 30, 3 fois 5, 15, donc une fois tous les 5 ans, tu as une récession. Et donc on a pris ces 30 récessions. Enfin, une récession, un choc. Oui, une récession économique. Donc on est en croissance économique et puis la croissance devient négative. Donc ça, c'est une source de choc économique, évidemment, puisqu'on a plein de phénomènes qui se produisent. Et on sait, par exemple, que dans les moments de décroissance, donc de baisse de la croissance, on se rend compte que les marchés réagissent de façon assez violente là-dedans, hein, et tous les actifs. Hein. On parle à la fois des matières premières, des actions, des obligations, du taux de rendement du cash, même. Tout ça bouge violemment dans ces périodes-là. Donc c'est ça qu'on essaie d'observer. On essaie d'observer exactement ce qui se passe dans ces moments-là. Et alors, qu'est-ce qu'on a observé? Alors là, c'est là où ça devient assez amusant. D'une façon générale, tu as tous les actifs qui réagissent de façon synchronisée, donc en phase, avec le cycle économique. Alors, je te prends un exemple, les matières premières. Bon, les matières premières, tu rentres dans la phase de récession, leur prix chute, parce que la demande chute, donc le prix chute. Et puis tout d'un coup, tu sors de la récession, donc tu étais en phase de récession, puis ça y est, tu repars en expansion, donc tu mets un gros zéro au moment où tu repars, et tu regardes ce qui se passe 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an avant, et puis 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après. Donc on les cale toutes sur un zéro qui est le moment de la sortie de la récession, ce qui s'est passé en milieu de l'année dernière. Et puis tu dis, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, sur tous ces marchés, juste avant, juste après. Et ce que tu remarques, c'est que l'essentiel des actifs sont parfaitement synchronisés avec l'activité économique. Donc par exemple, les marchés obligataires, par exemple même le prix du cash, par exemple donc les matières premières, etc. Et tu regardes que tu as un actif, tu observes qu'un actif n'est pas du tout synchronisé, et ça c'est très amusant, et ce sont les obligations. Les actions. Les actions sont pas du tout synchronisées. Ce qui se produit, c'est que les opérateurs anticipent la sortie de récession. Donc ça veut dire que l'activité économique est encore en train de s'effondrer, elle n'a pas fini, et puis elle va rebondir dans 6 mois, donc elle est en fin de phase de décroissance, donc de choc économique, et à ce moment-là, les opérateurs se disent c'est bon, on voit la sortie du brouillard, et ils se mettent à acheter les actions. Et avant de sortir du tunnel, encore dans le noir, dès qu'ils voient le petit point, ils voient le petit point, alors là ils accélèrent à fond, Donc on voit que les marchés des actions s'envolent avant la sortie de récession. Bon, et alors, on avait déjà vu ça. Dans la valorisation d'une action, tu as 2 composantes. Une qui est ce qu'on appelle les profits, donc les revenus des entreprises, qui elles sont parfaitement synchronisées avec le cycle, parce que c'est dans l'économie réelle. Tant que l'économie est en décroissance, les entreprises gagnent moins. Dès que ça repart, elles gagnent plus. Par contre, une action, ce n'est pas simplement les profits, c'est les profits multipliés par ce qu'on appelle le multiple, c'est-à-dire le prix divisé par le profit. Et le prix divisé par le profit, c'est ce qu'on appelle le price earnings en anglais, le PE, hein. Et ça, c'est une variable psychologique. Les gens se disent, j'anticipe que ça va bien se passer, donc je fais monter le price earnings. Alors même que les earnings baissent, je fais monter mon price earnings. J'achète le marché, en fait, j'achète le marché. Et là, on voit effectivement des cycles qui sont très intéressants. Alors, ensuite, on va regarder, sur les différentes composantes des variables économiques. Est-ce que 2020 se comporte plus ou moins comme les 30 autres périodes. Et on se rend compte d'une chose, c'est que ce soit pour les profits ou pour les price earnings, donc les multiples, et on verra à la fin pour l'inflation, c'est parfaitement en phase. C'est très intéressant, c'est que la dynamique est la même en 2020 qu'elle a été en moyenne depuis 150 ans. Donc ça veut dire que si on les cale tous au zéro de sortie de récession, on se rend compte qu'en 2020, on a le rebond des profits, exactement comme avant, dès qu'on sort de récession. On voit qu'on a le marché obligataire qui réagit de la même manière. On voit aussi que la fréquence
est la même, c'est-à-dire que l'amplitude, la fréquence d'oscillation, c'est-à-dire le fait que elle rebondit par exemple au bout de 3 mois ou 6 mois ou 9 mois, bon, elle est exactement la même. Ça reste des vagues, elles ont une nature commune. Les vagues se ressemblent énormément. Elles se ressemblent incroyablement. Par exemple, on se rend compte d'une chose, c'est que pour les multiples, elle commence son expansion sur les actions, elles commencent leur expansion quelques mois avant la sortie de récession, on passe le zéro, elles continuent leurs expansions, donc les gens achètent le marché comme des fous, et continuent à peu près 8 mois. Et puis au bout de 8 mois, le marché se dit, voilà, j'ai peut-être été un peu trop loin, et on voit les price earnings qui commencent à baisser. Ça a été le cas pendant 150 ans, c'est exactement le même cas, au mois près, en 2020. On verra que ça a un lien avec l'inflation. Donc, très intéressant de se rendre compte que finalement, on a un phénomène qui est important, mais il n'est pas surprenant. Les hommes sont déjà passés par ces phases-là, et on a donc des indications sur un petit peu la dynamique de ce mouvement. La chose qui est très très différente, quel que soit ce qu'on prend comme indicateur, c'est l'amplitude. C'est-à-dire qu'on a la même fréquence, on a le même démarrage, mais par contre, l'amplitude du mouvement en 2020 est considérablement supérieure à celle de ce qu'on a connu pendant 150 ans. Et ça, c'est en moyenne en tout cas, c'est quand même ça, c'est un événement tout à fait majeur. Par exemple, l'expansion des multiples est beaucoup plus forte cette fois, et de même la chute était beaucoup plus forte, l'expansion beaucoup plus forte. Donc les marchés actions réagissent aussi très violemment dans un sens, puis dans l'autre, on voit que ça s'étend comme ça. On voit sur le graphique, c'est-à-dire que d'une amplitude de 1, on passe à une amplitude de 10. Voilà, oui, c'est ça. De 20, et ou de 20, coup, voilà. Quand on parle de tsunami financier, c'est pas si faux. Eh ben, c'est pas si faux. C'est-à-dire que le tsunami, c'est une relation homothétique, c'est-à-dire que c'est la même image en termes de dessin, simplement on l'étend en amplitude. C'est comme si elle était vraiment tirée en amplitude, donc à la fois dans la dépression et dans le haut. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle et pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas incroyablement surprenant. On n'est pas dans un inconnu total, puisqu'on voit que la dynamique ressemble énormément. Mais par contre, c'est une mauvaise nouvelle au sens où l'amplitude est beaucoup plus forte qu'avant. Et donc, bon, on sait que quand on a un gros mouvement d'amplitude, on sait que le temps d'amortissement, c'est plus long, c'est plus difficile, ça peut créer des surprises. Donc, en fait, ce qui était notre intervalle de confiance de ce qui se passe, qui était comme ça, bah, il est beaucoup plus large. Il est beaucoup plus large. En fait, si on reprend les vagues, le principe de l'amplitude d'une vague, c'est que plus elle est haute, plus elle va dissiper d'énergie, oui. Enfin, plus elle contient d'énergie. Oui. Donc une vague de 2 mètres, on rigole. Oui. Une vague de 3 mètres 50, on commence à faire mal à l'épaule. Et puis la vague scélérate qui fait 20 mètres, là, tout est rasé sur le passage, quoi. C'est exactement ça. Donc le problème, c'est est-ce qu'on va surfer la vague comme les autres ou est-ce que ça va casser? C'est exactement la question sur les vagues scélérates qui arrivent à quand même... À une vague scélérate, ce sont des vagues qui surprennent, qui sont le pire de ce qui peut arriver à un navigateur, transatlantique par exemple, ou dans le Pacifique, comme ça. Et c'est simplement la plus grande peur de Popeye. C'est-à-dire que vous avez des vagues qui se cumulent parce qu'elles entrent en résonance, et donc les vagues font, vous voyez, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, et tout d'un coup, il y a un cumul de toute l'amplitude des vagues qui arrive sur une seule vague qui devient, mais grande comme, je ne sais pas, comme tu disais, 20 mètres. Donc on est sur un immeuble de 15 étages. Ça a ouvert des paquebots. Hein, mais ça a renversé des tankers. Ça a renversé des tankers. Et donc quand on arrive à ça, c'est totalement imprévisible. C'est absolument dramatique. Et donc, on voit le tanker qui monte et on se dit, bon, ben, soit il arrive à passer la vague, soit il se fait retourner, même des bateaux gigantesques, hein. Soit il se fait retourner, donc c'est le crash, et il coule, hein, généralement. Soit, il monte, il arrive à passer, et donc après, il redescend en accélérant violemment. Donc, on a aussi ces phénomènes qui sont de rupture possible, qui sont un petit peu dangereuses. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que l'amplitude est telle qu'on peut avoir des surprises dans ce qui va se passer. Par contre, en termes de timing, on est parfaitement cohérent. Une vague scélérate reste une vague. Elle reste une vague. Oh, c'est une vague scélérate. Donc, on se dit, je sais que, par exemple, dans 3 minutes, soit je m'en sors, soit je m'en sors pas. Mais on sait que c'est 3 minutes, hein. En gros, c'est ça qu'on dit. Et du coup, ça nous amène à quand, d'ailleurs, la sortie de crise, pour crise de mars 2020? Parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu me disais, entre le débat, les court-termistes qui disent, non, mais tout ça, c'est de l'ajustement. Et puis les gars qui disent, ouais, enfin là, c'est du bon ajustement. C'est du sérieux. Falloir s'ajuster. C'est ça. C'est quoi l'horizon de temps, en fait? Alors, l'horizon de temps, ça dépend un peu de quoi on parle. Par exemple, sur les price earnings dont on parlait, on avait parlé l'année dernière, donc cette année même, fin mars, on avait dit, c'est la fin de l'expansion des price earnings.
Et d'ailleurs, ça a coïncidé, on a assez bien ciblé, à une semaine ou deux près, c'était exactement ça. Mais la raison pour laquelle on avait annoncé ça, c'était pas parce qu'on connaissait déjà ces recherches, on n'avait pas fait ces recherches sur les 30 récessions, donc c'était pas lié à ça, c'était lié au fait que l'inflation commençait à accélérer, et qu'on avait remarqué par ailleurs, historiquement, que c'était lié à l'inflation. Donc, c'est-à-dire que le mouvement des price earnings est lié à l'inflation qui accélère ou qui décélère. Alors, si on parle, par exemple, de l'inflation, pour avoir une idée de projection dans le temps, de combien de temps ça pourrait durer cette histoire, eh ben, ce qu'on remarque cette fois-ci, c'est qu'encore une fois, le cycle de l'inflation est parfaitement en phase avec ce qu'on a connu depuis 150 ans, en tout cas en moyenne. Par contre, une fois de plus, l'amplitude est considérable. Donc, on a une accélération de l'inflation aujourd'hui qui est beaucoup plus forte que ce qu'on a connu, tu vois, dans les autres phases. Ce que l'on voit, parce qu'on avait une inflation assez faible entre 1 et 2, et là maintenant on se balade à plus de 5 aux États-Unis en quelques mois. Donc on a vraiment une accélération gigantesque de l'inflation. Et la question est la même, est-ce que c'est des phénomènes de court terme à la base, des trucs conjoncturels, mais est-ce que l'amplitude et la magnitude introduit pas un risque plus élevé que... Alors ça c'est tout à fait une question. On a Dijon... Si on pensait que c'était exactement comme les autres, l'expansion de l'inflation, historiquement, c'est à peu près 30 mois après la sortie de la récession. Donc 2 ans et demi. Donc là, on est sorti depuis un peu plus d'1 an. Il reste encore une grosse année où on devrait avoir ça. Cela dit, ce qui se produit, c'est que ce qu'on voit dans les courbes, c'est qu'on voit donc la sortie, l'accélération de l'inflation, puis une inflexion où ça accélère un peu moins vite et puis ça se restabilise. Bon. Et nous, on voit qu'on est complètement timé. La phase est exactement la même. Cela dit, on n'a pas atteint encore l'inflexion. Donc, on doit probablement atteindre l'inflexion si on est exactement comme les autres d'ici 1 mois ou 2. Donc, on devrait commencer à voir l'inflation qui continue, qui continue d'accélérer, mais moins fort. Donc, on commence à voir les premiers signes, ça devrait faire ça. Et historiquement, ça dure à peu près 30 mois avant de se stabiliser. Bon. Maintenant, il est évident que si c'est la même chose, 30 mois, ça nous reporte encore sur une bonne année, tu vois, cette histoire-là. Et puis, il est évident qu'une bonne année d'un petit peu d'inflation, ça peut se vivre. Une bonne année de beaucoup d'inflation, c'est pas quelles sont les conséquences. Parce que là, on parle d'accélération de l'inflation. C'est l'accélération de l'inflation. Donc, on n'a pas fini d'accélérer. Non, on n'a pas fini d'accélérer. On n'a pas fini d'accélérer et on va encore accélérer pendant 30 mois et puis on va finalement se stabiliser. Enfin, si on est dans les mêmes caractéristiques. Alors, 30 mois, le 30e mois, on est revenu... Le 30 mois, tu arrives à un certain niveau d'inflation, qu'il soit à 2, 3 ou 1, et puis ensuite, il n'accélère plus, il reste à son niveau, et puis il se remet à osciller doucement au-dessus de son niveau. C'est pour cette raison que nous sommes très précautionneux dans la lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet en ce moment. Nous ne connaissons toujours pas la hauteur finale de la vague inflationniste. Nous vous proposons alors plusieurs approches. Une approche au jour le jour des marchés sur la base de l'analyse comportementale via l'indice des maçons. Cet indice permet de suivre les retournements de marché et en ce moment, on n'en est pas très loin. Deuxième façon de voir les choses, nous vous proposons également une analyse plus macroéconomique à l'échelle du mois qui permet d'apprécier la situation avec plus d'inertie grâce aux cadrans financiers que nous suivons dans la lettre et qui sont issus de Nestor. Pour ma part, je me sers des deux. Grâce à Nestor, notre outil d'aide à la décision en ligne, j'ai configuré des alertes sur les indices des maçons des marchés que je suis, où je suis investi, et je me sers de ces alertes comme des coupe-circuits dans le cadre d'une stratégie basée sur l'analyse des cadrans financiers. J'aime beaucoup l'approche de moyen terme, mais avec les crises des mesures anti-Covid, les secousses sur les marchés se produisent beaucoup plus rapidement. En mars 2020, la baisse des marchés et sa reprise s'est déroulée en une vingtaine de jours seulement. C'est très violent. C'est pour cela que dans la lettre de ce mois, nous aurons un peu de retard dans la publication, d'ici la semaine prochaine, car nous voulons prendre le temps de vous exposer la situation face à Omicron, le nouveau croque-mitaine des marchés. Enfin, grâce à notre stratégie diversifiée sur plusieurs classes d'actifs, nous avons la chance de profiter de la stabilité du cash management que nous faisons avec notre panier de devises, de bonnes performances sur l'Asie, plus de 10% à l'année, et de certaines cryptos bien choisies, dont une a déjà triplé depuis le mois de mai. Enfin, pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux, nous avons de bons espoirs que cela reparte, mais ça c'est un autre sujet. Pour vous abonner à la lettre, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Donc c'est comme si on pourrait très bien passer d'une inflation de 2% ou 1% historiquement à 3. Et on pourrait rester ensuite à 3, tu vois. Mais la question, c'est toujours le passage de 1 à 3. Là, on est déjà à 5, je crois. Oui, on est déjà à 5, donc on pourrait faire 5. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à 7, 8, 9 Je ne sais pas. Je n'en sais strictement rien, puisque nous, on mesure jamais les niveaux.
On mesure toujours des dynamiques. Donc on sait qu'on est en phase d'accélération. Donc ce sera plus que 5. Donc on est déjà au-dessus de 5, mais on sait que de toute façon, on est en phase d'accélération. En tout cas, même si ça redescend à 3, on sera toujours en phase d'accélération par rapport à une tendance longue qui est beaucoup plus basse. Donc ça veut dire qu'on pourrait aller à 5, etc., revenir par exemple sur des niveaux 3, j'en sais rien, je sais pas, c'est une possibilité, mais ça veut dire qu'on serait toujours quand même dans un système qui est beaucoup plus inflationniste qu'on a connu dans les 7 dernières années. Et donc, on a toujours des besoins de réajustement de l'ensemble du système économique. Donc là, il nous reste 12 mois, c'est ça? Il nous reste un gros 12 mois. Voilà. Un gros 12 mois. Ça veut dire pour jusqu'en 2023, ça va être quand même... Voilà, toute l'année 2022, si on se cale sur ce qu'on a connu depuis 150 ans, on va être encore dans une situation où on est en phase transitoire. Donc on n'a pas fini cette phase. On n'est pas en régime stable. On n'est pas du tout en régime stable encore. D'où le fait que on va dire la même chose, on analyse les mêmes choses, mais il faut quand même savoir qu'on est en régime de transition. Et ça, avec Nestor, justement, on l'analyse en prenant en compte le management du risque. Ouais. Ça rentre en ligne de compte, quoi. Alors avec Nestor, si tu veux, la caractéristique de Nestor, c'est qu'on regarde jamais les choses en niveau absolu. Jamais. On dit pas une inflation à 2% c'est bien, une inflation à 3% c'est pas bien. On dit jamais ça parce qu'on n'a pas de moyen de savoir ça historiquement. Par contre, ce qu'on mesure, c'est la dynamique. Donc ce qu'on dit, c'est que par exemple, si l'inflation est en train d'accélérer, les risques sur les actions sont beaucoup plus forts. Et puis on sait très bien que si l'inflation accélère, le profit des entreprises a tendance à se contracter. Donc on voit qu'on a à la fois le profit qui se contracte, le risque qui monte. Et Nestor, c'est un instrument qui gère l'espérance de rendement par rapport au risque. Donc, à un moment donné, il dit, écoutez, ça va peut-être monter un peu ou pas, mais ça en vaut plus le coup. Ça en vaut plus le coup parce que, vous voyez, vous pouvez traverser l'autoroute parce que vous oubliez votre portefeuille de l'autre côté de l'autoroute, mais si vous avez laissé 5 € dans votre portefeuille pour traverser l'autoroute, est-ce que ça vaut le coup? Si vous avez laissé $1 million, peut-être, tu vois. Donc, en fait, c'est toujours un essai d'équilibre entre le risque et l'espérance de gain. Ce qui se passe actuellement, c'est que dans cette période transitoire, en tout cas aujourd'hui, le risque est plus fort que l'espérance de gain. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.